Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ces regards croisés filmés à l'European Cyber Week, un partenariat entre SILA, le pôle d'excellence cyber et Riskintel. Nous recevons pour ce slot aujourd'hui 4 invités. Je donne la main à Hélène Chinal pour commencer la présentation. Bonjour, Hélène Chinal. Donc moi je suis responsable de sujet transformation au sein de Capgemini et en l'occurrence j'interviens en tant que chargée de mission sur les enjeux sociétaux du PEC. Bonjour, je suis André Mazin, je suis le président et fondateur d'une association qui s'appelle AFG Autisme, qui est une structure médico-sociale qui a été créée spécifiquement pour les personnes autistes. Oui, bonjour, je suis l'amiral Arnaud Coustilière, président du pôle d'excellence cyber. Bonjour à tous, Marie Lepargneux, Chief Development Officer de Tetris. Tetris qui est une société éditeur de logiciels en cybersécurité. Alors, Arnaud Coustilière, donc on a aujourd'hui une mission enjeux sociétaux qui est prise en charge notamment par Hélène Chinal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quel constat est née cette initiative et quel est le poids de ces enjeux sociétaux au sein du PEC ? C'est un nouvel axe que l'on a souhaité développer en partant du constat que de très nombreux emplois sont présents dans le numérique, que le numérique était un nouvel domaine qui change complètement la façon de travailler dans un tas de domaines et que c'est un enjeu qui est avant tout extrêmement un enjeu de compétence et un enjeu humain. C'est pour ça que dans nos axes, j'ai voulu développer un axe sur les enjeux sociétaux et que j'ai confié à Hélène Chinal, puisqu'elle est femme de grande expérience et qui est très engagée aussi sur ces sujets au sein de son entreprise Capgemini. Et à travers ces enjeux, c'est surtout tout ce qui touche à l'inclusion. Mais je vais la laisser vous développer tout ce qu'elle a prévu pour nous dans ces deux types-là. Merci. Alors justement, Hélène Chinal, en quoi consiste exactement cette mission ? Alors aujourd'hui, elle est en construction, elle est très ouverte. On voit bien que sur les enjeux de cyber, il y a un enjeu de développer les talents, puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet absolument stratégique, en très fort développement. Et clairement, on manque de compétences pour répondre à tous les enjeux de ce domaine. Cet enjeu, il existe aussi dans le monde numérique, mais je pense qu'il est accru dans le monde de la cyber. Alors pour ça, il faut attirer de nouveaux talents, notamment des femmes. Donc c'est un des sujets qu'on va traiter en priorité parce que c'est un enjeu très fort. Aujourd'hui, le pourcentage de femmes dans le monde de la cyber est très faible. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des jeunes et des moins jeunes, que ce soit en formation initiale ou en reconversion, et de travailler donc avec les tissus locaux, mais aussi avec les associations qui travaillent sur ces sujets et de faire un effet de levier sur toutes les initiatives qui existent autour de ça. Alors évidemment, il y a des initiatives qu'on va prendre de façon spécifique au sein du PEC. Il y en a une qui se lance, qui s'appelle les cadettes de la cyber. L'idée étant de construire avec des jeunes femmes un parcours de formation commun, de les accompagner, de leur donner de la visibilité, parce qu'un des enjeux pour attirer plus de femmes, c'est de montrer des femmes qui sont épanouies dans leur job. Et donc, avec ces jeunes qui ont été sélectionnés et que nous allons accompagner, nous allons également communiquer et voir comment créer un effet de propagation pour que de jeunes femmes rejoignent les métiers de la cyber. C'est un peu un programme d'élite qu'on veut construire, mais une élite qui va se généraliser. Donc ça, c'est un premier enjeu très fort avec cette initiative des cadettes. Et puis, il y en a plein d'autres, puisque, en gros, il ne s'agit pas de se prendre les ressources les uns aux autres sur un domaine qui en manque, mais plutôt de créer de nouvelles compétences avec des gens qui ne sont pas forcément naturellement dans ces métiers. Donc, on parle des femmes, mais ça peut être aussi des personnes d'origine très différentes, ça peut être aussi des personnes handicapées. On sait que c'est un secteur dans lequel notamment les personnes autistes peuvent se développer et apporter extrêmement de valeur. Donc il faut aller les chercher, les accompagner, puisqu'évidemment ça ne se fera pas de façon aussi simple que dans les circuits entre guillemets normaux. Voilà un autre des enjeux. Et enfin, les enjeux sociétaux, en fait, ils sont immenses parce que la cyber, ça concerne absolument tout le monde, chacun de nous, et on n'en est pas forcément conscient. Donc il y a aussi un enjeu de protéger les citoyens en leur apprenant quels sont les risques, comment les anticiper, comment mieux les gérer, et ça concerne en particulier les personnes fragiles, soit très jeunes parce que pas encore au fait, et d'ailleurs il y a tout un enjeu autour de l'éducation, mais aussi ça peut être les personnes âgées qui ne se rendent pas forcément compte quand elles sont menacées par exemple par un simple mail
de phishing qui potentiellement derrière va aboutir à leur prendre de l'argent, tout simplement. Voilà, donc le sujet est vaste. 3 priorités: mixité, aller chercher des personnes loin de l'emploi ou des personnes handicapées, et puis des enjeux sociétaux plus larges, de faire savoir, d'anticiper les risques, puisque derrière, c'est chacun des individus et la société qu'il faut protéger. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, Marie Lepargneux, quel regard portez-vous aujourd'hui au sein de Tetris concernant justement ces enjeux d'intégration de profils diversifiés et notamment celle des femmes ? La première chose que je peux dire, c'est que nous sommes 3 femmes au COMEX pour 4 personnes, que nous avons 30% de femmes, donc on est un peu atypique encore dans le milieu de la cybersécurité, puisque je crois que la moyenne est entre 10 et 15% de femmes dans ces sociétés de cybersécurité. Je dirais qu'on a une approche assez pragmatique des choses. On a une approche qui est celle de la compétence, avant celle du genre, que nous avons la chance d'avoir une très forte attractivité chez Tetris, du fait de notre hypercroissance et du fait de l'étape dans laquelle nous sommes, et que nous avons la possibilité de ce fait de choisir les compétences, les personnes qui intégreront notre entreprise avec cette dimension d'inclusion. J'ai inclusion avec les femmes d'abord, mais pas seulement. On va chercher des profils très diversifiés. On a beaucoup de métiers dans la cyber qui sont potentiellement peu connus en termes de data science, de user experience, de développement Python, de développement dans tous les langages. Et c'est probablement par ce biais-là que nous rentrons dans des capacités que nous avons des capacités à recevoir des profils qui sont adaptés à ce qu'est Tetris aujourd'hui, sans tenir compte, je dirais, d'une vision très classique d'un recrutement qu'on pourrait avoir dans d'autres organisations. Nous, avec ces 30% de femmes, ce qui me semble être important aussi de préciser, c'est que ce ne sont pas 30% de femmes dans les fonctions support, mais qu'il y a bien au sein de chacune des équipes de recherche et développement, de la direction technique, au moins une femme. Merci beaucoup Marie Lepargneux. Alors André Massin, vous nous parliez très rapidement tout à l'heure de votre association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit et puis les liens également que vous avez avec le ministère des Armées? Oui, alors le lien que j'ai avec le ministère des Armées, je veux le dire tout de suite, je suis officier de l'armée de terre, je suis lieutenant-colonel, je suis chancelier, donc c'est la partie RH qui traite tout ce qui est notation, avancement, décoration, discipline, mais on ne fait pas de recrutement. Et donc ça c'est ce qui me fait vivre, c'est mon métier. Et mon engagement associatif, il tourne autour de l'autisme parce que j'ai été touché personnellement. J'ai un garçon autiste qui a 28 ans, qui est dans les autistes non-verbaux. C'est ce qui m'a amené sur ce secteur associatif. Mais j'ai d'abord créé une structure médico-sociale parce que je n'avais pas de réponse adaptée pour les besoins de mon garçon. Je n'étais pas non plus un cas social, donc j'étais jamais prioritaire dans les cas qui arrivaient à être en finale entre guillemets. Parce que mon fils a 28 ans aujourd'hui, celui de mon épouse en a 25, vous voyez, donc c'était il y a 25 ans. Mais encore aujourd'hui, on a à peu près un taux de prévalence de 1 à 1,5 % de personnes autistes dans les naissances, donc dans la population. Ça c'est dans tout le spectre, d'accord. Par contre, les réponses adaptées pour ces personnes-là, qu'elles soient enfants ou adultes, on est loin du compte, parce qu'on a à peu près 20% de réponses adaptées aujourd'hui, en incluant toutes les solutions de scolarisation qui ont fait jour ces dernières années. Donc là, il y a eu un gros effort d'inclusion, mais on a encore du chemin à faire. 20%, c'est quand même très moyen. Mais pour les adultes, c'est bien pire parce qu'on est à 3% de réponses adaptées. Sachant qu'un adulte est 4 fois plus longtemps adulte qu'il n'a été enfant. D'accord? Donc ça amplifie le phénomène. Et donc, face à cette absence de solution, eh bien, j'ai voulu créer des réponses adaptées pour les familles. Et donc, dans ces réponses adaptées, j'ai d'abord créé une structure qu'on appelle un CESAD, c'est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile qui intervient sur tous les lieux de vie des enfants. Voilà, que ce soit l'école, la maison, le club de sport, les grands-parents. Et donc là, ce sont des professionnels de l'autisme qui interviennent, sur des éducateurs essentiellement, éducateurs psychologues. Et donc le but c'est de partir des besoins du jeune pour répondre à ses besoins et aménager l'environnement.
Voilà, pour l'aider en partant de ce qu'il sait faire, de ses compétences, eh bien à progresser et avoir un programme individualisé, comme un programme scolaire sur mesure. Voilà, mais ça touche pas que la scolarité, ça touche toute l'éducation. Voilà. Donc ça, c'était ma première mise en place. Et puis après, j'ai vu toute la faiblesse d'une association classique où les parents sont aussi les clients, mais aussi les administrateurs de l'association. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et sur une structure où il y a 20 ou 30 places, eh bien, se limiter à ces 30 personnes-là qui ont déjà des problèmes avec leurs enfants, des fois des problèmes sociaux, pour les transformer en chefs d'entreprise bénévoles, parce que dans le bénévolat, on ne gagne rien, pas d'argent du moins, eh bien, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que j'ai voulu, alors je me suis beaucoup inspiré quand même de nos organisations militaires, qui sont un peu quand même à l'épreuve du temps, pour monter une autre organisation qui est aujourd'hui AFG Autisme. AFG, ça veut dire Association Française de Gestion de Services et Établissements pour Personnes Autistes. Et donc on a déposé nos statuts suite à la condamnation de la France devant le Conseil de l'Europe, parce que la France a été condamnée en 2004 par Evelyne Friedel, qui est devenue quelques années plus tard mon épouse, ma deuxième épouse. Et donc c'est avec elle que j'ai créé AFG. Voilà, c'est avec son aide. Et donc ça nous a permis comme ça d'avoir un financement par le biais de l'assurance maladie et des conseils départementaux pour créer des structures, pour créer des réponses adaptées. Donc je vous passe rapidement les intermédiaires. Mais donc on a déposé nos statuts le 11 février 2005, ce qui est la date où la loi sur le handicap était promulguée. Et aujourd'hui, eh bien, les structures qui sont dans AFG, la moitié a été créée par AFG, l'autre moitié a été créée par d'autres associations de parents, mais ils nous les ont transférées pour les pérenniser. Voilà. Et ça nous a permis comme ça de développer aussi ces structures-là. Et donc aujourd'hui, on a une trentaine d'établissements ou de services implantés sur 6 régions administratives, 12 départements, et qui accompagnent 950 personnes, entre les enfants et les adultes, sur toute l'amplitude du spectre. Voilà. Et donc ces 30 établissements ou services, plus des dispositifs, style les unités d'enseignement maternel par exemple, et bien dans tous ces dispositifs-là, eh bien on a des salariés, et les salariés ben, aujourd'hui ils sont plus de 900 à travailler là-dedans, et ne faire que ça, et c'est leur métier. Ce n'est pas des bénévoles. Voilà. Et on a un gros effort justement sur la formation, parce que les éducateurs qu'on recrute, eh bien, ils sortent d'école. Pour moi, ils sont inemployables parce qu'ils savent rien faire sur l'autisme. Ils connaissent le droit du travail, ils connaissent le principe médico-social, mais dès qu'on leur donne une personne autiste dans les pattes, ils sont vite à difficulté. Donc il faut les former, il faut les accompagner. Voilà. Et c'est justement face à... Et donc j'ai profité de cette expérience-là, parce que je travaille aussi à la DIRISI, qui est un petit peu le service informatique quand même tout le ministère. Et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de croiser l'amiral quand il était comme cyber. Donc vraiment quelqu'un d'important dans ce dispositif-là, et qui a soutenu aussi notre projet pour justement aider les armées à recruter des personnes Asperger. Donc là, une personne Asperger, je précise, c'est une personne qui a un fonctionnement autistique mais sans handicap mental, qui souvent a un QI largement au-dessus de la moyenne, d'accord, mais qui peut être en difficulté pour tout ce qui est relations sociales. Voilà. Donc c'est là où on a inversé un petit peu notre approche, plutôt que donner une offre d'emploi, attendre qu'il y ait des candidats. Eh bien, moi j'ai proposé qu'on fasse l'inverse, et donc le ministère des Armées a accepté ce deal. Donc on a pu faire une convention avec eux. L'amiral a organisé rapidement une conférence à Ballard qui a été un beau succès, et puis après on a mis en œuvre des recrutements, ce qui fait qu'aujourd'hui on a, entre 2018 on a fait cette convention et le colloque à Ballard, et aujourd'hui eh bien, on a recruté 8 personnes pardon. Sur ces 8 personnes, 7 sont encore en cours de travail, et voilà, et malheureusement on a été freiné par le Covid, qui nous a coupé un peu l'élan, mais ça nous a permis de les recruter, d'accompagner les managers, parce que c'est important, l'accompagnement, d'accompagner ces personnes-là pour prendre les postes, et puis derrière de les amener à s'inscrire dans la durée. Voilà, donc il y en a un qui vient d'être titularisé, il est à Brest, et puis il y en a d'autres sur la région Île-de-France et d'autres sur l'île. Voilà. Et là, on essaye de relancer un petit peu cette dynamique-là, maintenant que le Covid commence à être à peu près maîtrisé, pour justement relancer ce recrutement-là, parce qu'on a des besoins. On a des besoins au sein de la DIRISI, on a des besoins au sein du ministère, on a des besoins dans toutes les entreprises, puisque le numérique, c'est vraiment notre quotidien de tout le monde. Et je rejoins tout à fait madame qui disait que ça fait partie de notre quotidien. On a tous des téléphones, on a tous un compte bancaire, on est exposé, sans toujours s'en rendre compte. Voilà. Merci beaucoup André Massin. Alors Marie Lepargneux, aujourd'hui chez Tetris, quelles sont les stratégies mises en place dans le domaine de la RSE ?
Je pense pouvoir dire que Tetris est une entreprise engagée et que la RSE est au cœur de l'ensemble de nos dispositifs. D'abord d'un point de vue purement de notre produit, du logiciel, de la technologie, puisque nous sommes très sensibles à faire non seulement du security, mais aussi de l'éthique by design. Et ça passe par des décisions très concrètes qui sont engageantes. Ça veut dire de passer plus de temps parfois dans le développement informatique pour permettre de manière, pour donner un exemple, de ne pas avoir accès à l'ensemble des documents des personnes que nous protégeons. Ça veut dire que nous n'avons pas accès au PowerPoint, au Word, à tous les enjeux stratégiques qui peuvent être mis dans des documents comme cela quand on utilise nos produits. La deuxième chose en termes de RSE, au-delà du produit, c'est bien sûr une dimension écologique qui s'inscrit sur tous les maillons de la chaîne, depuis le bâtiment, puisque nous avons des panneaux photovoltaïques, puisque nous sommes très attentifs au traitement des déchets, puisque nous sommes en train de construire un bâtiment qui devra accueillir 400 personnes et qui est fait en béton bas carbone, avec également du photovoltaïque. Et puis au bout de la chaîne, même sur l'usage et le matériel que nous utilisons, qui est à nouveau en énergie star, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire que très faible en consommation. Et puis je dirais qu'il y a un troisième volet qui est important pour nous dans la dimension de RSE, c'est la partie de culture organisationnelle, de ressources humaines, de management, qui va rejoindre cette question de l'inclusion et qui fait que au sein de Tetris, on essaye d'avoir une structure organisationnelle, une organisation, une culture qui favorise l'accomplissement personnel, bien entendu, l'accomplissement professionnel, dans la promotion des personnes qui soient respectueuses de leur équilibre global. Que pour donner un autre exemple, dans le bâtiment que nous sommes en train de construire, il y aura une crèche, il y aura tout un tas de dispositifs qui permettent de lier la partie professionnelle à un bien-être global de la personne. Et puis en termes de management, on a des structures organisationnelles qui sont un petit peu particulières également et qui ne sont pas verticales, ou en tout cas qui ressemblent plus à des dispositifs plus novateurs, mais qu'on trouve d'ores et déjà dans d'autres organisations. Donc cette RSE, cette responsabilité sociale de l'entreprise, elle est au cœur de ce que nous produisons, elle est dans l'environnement que nous cherchons à avoir au quotidien, et puis elle est au cœur de ce qui est vécu au quotidien par les collaborateurs. Merci beaucoup Marie Lepargneux. En tout cas, ça a l'air très 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 intéressant effectivement de travailler chez Tetris. Alors, je vous disais tout à l'heure, André Massin, que le numérique c'était un enjeu qui touchait tout le monde, ce que je suis tout à fait d'accord. Et donc j'aimerais quand même poser la question là, à Hélène Chinel. Comment on peut intégrer cet enjeu numérique dès le plus jeune âge ? Je pense que ça passe par deux leviers assez standards. L'éducation au sein de la famille et puis l'éducation au sein de l'enseignement. Aujourd'hui, là c'est une opinion personnelle, je pense que les enjeux du numérique ne sont pas pris assez en compte dans le programme de l'éducation nationale, parce que dès le plus jeune âge, désormais, les enfants sont confrontés à ces sujets et avec des enjeux assez importants en fait, à la fois de manipulation de ces objets, mais aussi de l'information. Et très très vite, les jeunes vont sur Internet et le développement de l'esprit critique est un enjeu assez fort. Et je pense que les familles ont leur rôle à jouer, mais l'éducation aussi autour de ces sujets. Donc, et par ailleurs, je pense que c'est aussi l'opportunité de créer des vocations qui n'existent pas, parce que chacun est usager, mais chacun n'est pas conscient de ce qu'il y a derrière les usages. Et on sait que le numérique se développe énormément. Ça devient un peu comme l'électricité dans le fonctionnement de la société. Il y a beaucoup de sociétés qui peuvent s'arrêter parce que le numérique ne fonctionne pas. Donc, il faut l'intégrer finalement à notre éducation et nos systèmes d'enseignement. Et là, pour le coup, je pense que c'est un enjeu assez fort, à la fois politique, du tissu associatif, dont fait partie le PEC, mais aussi des entreprises. Je crois qu'il faut qu'on s'y mette absolument tous, et nous tous aussi, en tant qu'individus et membres de la société. Merci beaucoup à tous, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation et d'être venus aujourd'hui discuter avec nous sur les questions des enjeux sociaux.
Juste un petit mot sur la fin. Je trouve que le rôle du PEC est un rôle d'être un incubateur d'innovation et typiquement de lancer un certain nombre de projets pilotes. Hélène a parlé des cadettes, montrer que ce genre de projet qui peut naître au sein du PEC peut être généralisé ensuite. Et là, l'autre ambition, moi, c'est sur les autistes Asperger, puisque les autistes Asperger, d'autres nations l'ont fait, Israël l'a fait, et si le ministère des Armées, comme l'a dit André, a été capable de créer des postes et de recruter des autistes Asperger, je pense que toutes les entreprises peuvent le faire. Et moi, j'aspire qu'on arrive avec nos membres à faire un espèce de projet pilote très très concret, montant que c'est faisable, et puis ensuite proposer au campus de prendre la relève et de passer à l'échelle. C'est ça mon ambition. Merci beaucoup Arnaud Coustillère. Donc je vous remercie à tous en tout cas de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions et puis au plaisir de vous revoir sur nos plateaux peut-être pour une autre session. Au revoir.